rendra le même service à un citoyen, qu'il soit catholique, musulman ou athée. Merci Amaury pour cette revue de presse nationale. À tout de suite. Et on démarre cette deuxième heure du carrefour de l'information, comme chaque mercredi, avec l'un de nos partenaires, Café Babel et Euromag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Vous allez bien? Très bien, très bien. Alors, sans plus attendre, notre invitée de la semaine est une femme politique française, d'abord militante socialiste, puis conseillère municipale. Elle est élue aux élections européennes de 2019, députée européenne au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Salima Yenbou est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, les questions de Safouane. Salima Yenbou, bonjour. Alors, avant de commencer l'interview, je voudrais revenir sur un fait marquant de votre vie politique. En 2015, lors d'un congrès du Parti socialiste, vous avez dénoncé le problème de reconnaissance pour les personnes issues de l'immigration dans la vie politique. Est-ce que la situation en France a évolué 6 ans après? Et est-ce que l'Europe fait mieux avec ses institutions? Alors, malheureusement, non. Je dirais que ça n'a pas évolué. Effectivement, j'avais pris la parole pour dénoncer des actes qui me paraissaient être d'un autre temps, où finalement j'étais assez bonne pour être directrice de campagne, faire la campagne, distribuer les tracts, organiser, etc. Mais pas assez représentative, et je faisais peur pour être conseillère départementale. Je me venge parce que je suis quand même cette année candidate aux élections départementales. Donc je reprends ma revanche. Pour parler de la France, moi j'ai été choquée, puis je vous dis un mot après sur les institutions européennes, de la manière dont a été construit le gouvernement. On a nommé les ministres, et en tout cas moi c'est mon ressenti, on a nommé les ministres où il n'y a absolument aucune diversité extra-européenne en tout cas, parce qu'il faut savoir de quoi on parle exactement. Et puis quelques jours après on s'est dit tiens, on va peut-être mettre un peu de diversité, donc on a créé d'autres postes de secrétariat auprès des ministres, où on a mis de ça, de là, un noir, une personne issue de l'immigration maghrébine, etc. Donc on a voilà. Et ça me faisait penser un petit peu à ce qu'avait dit Yazid Sabeg. En France, les politiques issues de la diversité n'occupent que des strapontins. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Quant aux institutions européennes, on ne fait guère mieux. Je rappelle qu'au Parlement européen, c'est 3% seulement des députés qui sont issus de la diversité. Comment vous expliquez que les institutions européennes se soient aussi peu préoccupées de diversité? Alors, je pense que déjà, si les États membres qui sont au plus près des citoyens et des diversités ne s'en sont pas occupés, j'imagine que l'Europe, qui est très loin de tout ça, n'a même pas pensé que c'était un problème. Et je crois que si aujourd'hui elle s'y intéresse, c'est parce qu'il y a quelques personnes issues des diversités qui ont échappé au système, qui sont entrées et qui questionnent cette diversité. Et du coup, effectivement, 3-4%. Mais il faut savoir que cette diversité, elle est très large. D'accord ? C'est aussi des minorités qui sont européennes, pas forcément des minorités extra-européennes. Donc c'est encore plus réduit si on prend seulement les minorités extra-européennes. Effectivement, il y a 4%, ça représente 29 qui relèvent de minorités ethniques, alors qu'on calculerait que ça représenterait 10% de la population de l'Union européenne. Donc on en est très loin, si ce n'est que quand même Madame von der Leyen a annoncé un plan d'action contre le racisme en septembre. Pour l'instant, ça reste quand même assez flou. Elle a nommé une Finlandaise qui s'appelle Mikaela Moa, qui est censée mettre en œuvre ce plan. Et elle devrait être chargée de faire le relais entre les personnes issues de minorités ethniques ou raciales et les autorités européennes. Cela dit, au-delà de la Commission, au Parlement européen, c'est exactement la même chose. Dans les staffs, c'est exactement la même chose. On a très peu de représentation de la diversité. Affaire à suivre, donc on passe à un autre sujet. Vous êtes membre au Parlement européen de la Commission de la Culture et de l'Éducation, et le 18 mai dernier, les eurodéputés ont approuvé pour les 7 prochaines années le nouveau programme Erasmus+, le célèbre programme d'échange d'étudiants à travers l'Union européenne. Salima Yenbou, vous l'avez dit vous-même, Erasmus a souvent profité à une élite. Jusqu'à maintenant, les jeunes des quartiers défavorisés ou encore les personnes handicapées, par exemple, n'ont pas toujours le même accès à l'éducation et à la mobilité.
Concrètement, quels seront les outils et les ressources qui vont être mis en place pour que ce nouvel Erasmus soit plus inclusif ? Alors, effectivement, ça a été mon combat. Erasmus, j'en suis Oui. rapportrice pour mon groupe. Ouais. Donc, ça a été vraiment le combat, ça a été l'inclusion. Je travaille beaucoup aussi avec l'agence Erasmus en France, qui se trouve à Bordeaux, justement sur ces questions-là. On a poussé déjà pour que l'inclusion soit vraiment la priorité avec l'écologie, mais la priorité et que ce soit pris de manière transversale dans tous les programmes. Il y a aussi, et ça j'en suis fière parce que je n'ai rien lâché par rapport à l'argent la quantité d'argent qui sera mis pour la voie professionnelle. Voilà. Et cela dit, ça ne suffit pas. C'est pas parce que c'est ouvert, parce que Erasmus était ouvert à tout le monde aussi avant. Oui. C'est pas parce qu'on ouvre que forcément il y a un accès. Donc là, je travaille beaucoup avec les agences. Je rappelle que c'est 28 milliards d'euros, hein, ce nouveau programme. C'est une augmentation de 26 milliards. Pardon, c'est quand même une augmentation de 80% par rapport au budget précédent. Il veut, comme vous l'avez dit, favoriser aussi l'insertion professionnelle. Concrètement, dans la pratique, comment Erasmus+ peut aider les jeunes Européens de tout milieu à trouver un emploi ? Alors déjà, à faire un Erasmus, parce que ça, c'est pas facile hein, lorsqu'on vient de quartiers défavorisés. Déjà, juste de sortir de son quartier, c'est compliqué. Donc, aller dans un pays étranger, ça l'est encore plus. Sans compter les problèmes financiers. Donc, il y aura des avances, par exemple, qui permettront. Il y aura aussi plus de moyens financiers qui seront donnés aux personnes les plus vulnérables, les plus défavorisées, pour leur permettre de faire déjà ces Erasmus. Et pour trouver un travail, je pense que là, on touche aussi à la discussion précédente de lutte contre les discriminations. Ça devient beaucoup plus large, parce que trouver un travail, même lorsqu'on a fait Erasmus, on a quand même besoin d'avoir un carnet d'adresses et souvent on ne l'a pas. Donc c'est pas parce qu'on a fait un Erasmus que les portes vont s'ouvrir. Oui. Elles vont être bon. C'est quand même un accès à l'autre et une ouverture qui est importante. Donc moi je vais me battre jusqu'au bout pour suivre ce que fait la Commission, ce qu'elle met en œuvre pour faire en sorte que l'inclusion soit réelle et pas que sur des textes. On poursuit avec la culture. Salima Yenbou, le 20 mai dernier, le Parlement européen a voté un budget de 2,2 milliards d'euros pour soutenir le secteur culturel européen dans les prochaines années. Il s'agit du programme Europe Créative. C'est le seul programme dédié à la culture au niveau européen. La culture, c'est 0,2% du budget européen. Comment vous l'expliquez ? Justement, je ne l'explique pas. Je crois qu'on a fait une erreur au départ. Le pari était de mettre l'économie, les marchés au centre de l'Europe pour éviter de se faire la guerre. Cela dit, ça a fonctionné. Je crois qu'on a laissé passer la culture et on a au passage laissé passer les valeurs que peuvent véhiculer la culture. Donc je crois que ça, c'était une erreur au départ. Aujourd'hui, on est en train de reconstruire, essayer de donner un nouveau souffle à cette Europe. Et ça, c'est un de mes combats, de remettre la culture au centre pour déjà créer un sentiment d'appartenance à l'Europe. Donc c'est vraiment un projet qui, c'est vrai, financièrement ne représente pas grand-chose parce que quand on regarde, il y a déjà 3 sous-programmes, donc la culture, il y a les médias et puis il y a une petite autre partie qui est dite transsectorielle. Donc la culture, c'est encore moins que ça. Et c'est vraiment dommage. Mais moi, je me bats vraiment au quotidien pour que ce soit plus important. C'est curieux parce que vraiment, le budget est très faible. Le Parlement européen a demandé à tous les États membres d'allouer au moins 2% de leur plan de relance à la culture, mais il n'y a pas eu de clause contraignante. C'est-à-dire qu'on n'a aucune garantie que les États membres respecteront la résolution future. Exactement, et c'est ce qu'on fait, nous, en tant que députés. On essaie de dialoguer avec les États membres pour qu'il y ait au moins ces 2%. D'autant plus que là, on est à un post-Covid. En tout cas, j'espère qu'on est dans la période post-Covid. Et on a vu la résilience de ce secteur. On a vu aussi l'importance pour la santé de ce secteur. On a vu combien c'était important la culture pour tout le monde. Et malgré ça, malgré tous les discours, parce que tout le monde me dit oui, la culture c'est important, et finalement on donne des miettes, on arrache des miettes, parce qu'au départ il était prévu de multiplier par 3, je crois, le budget, ou au moins par 2, et on en est encore loin. Donc on arrache des miettes pour finalement s'entendre dire partout
que c'est important, et ça me met relativement en colère. Moi, je travaille beaucoup pour essayer de récupérer de la culture de manière transversale. Je suis dans la commission Affaires étrangères et je suis en train d'essayer de développer la diplomatie culturelle qui permettra justement de développer cette culture en dehors de l'Europe aussi avec nos voisins. Donc, ça me permet de grappiller un peu de moyens pour la culture aussi. Justement, sur cette fameuse bataille culturelle, c'est les moyens de bout. Aujourd'hui, les champions de la vidéo à la demande, c'est Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+, qui continuent d'investir pour prendre des parts de marché aux acteurs traditionnels de l'audiovisuel. D'ailleurs, il faut savoir que ces plateformes enregistrent la plupart de leurs abonnés dans les pays européens. Quels sont les outils nécessaires qui doivent être mis en place par l'Europe pour qu'elle puisse justement lutter contre cette concurrence américaine ? Il y a forcément la législation qui va arriver, DSA, DMA, bientôt, qui va être l'occasion de beaucoup de chamailleries, même à l'intérieur des groupes, parce qu'on n'est pas forcément tous d'accord, même dans le même groupe politique. Mais c'est aussi de favoriser les petites plateformes par exemple Europe Créative, pour leur permettre d'exister. Mais je crois qu'il y a aussi un autre pan, c'est l'éducation. Et moi, ça me tient à cœur, l'éducation. C'est-à-dire expliquer aux gens ce que voudra dire un futur où il n'y aurait que Netflix. Cette liberté qui va être supprimée. Donc lutter contre Netflix par l'éducation, c'est ça? En parallèle, oui. Je pense que les lois, légiférer ne permet pas de régler tout. Il faut expliquer pourquoi c'est mieux d'aller acheter un livre chez un libraire que sur Amazon. Ça, il faut l'expliquer aux gens. Parce que c'est vrai que c'est très facile sur Amazon, ça va très vite, on le reçoit chez soi. Et il y a une facilité, mais l'échange que l'on peut avoir avec un libraire qui est passionné de livres ne remplacera jamais le clic sur Amazon ou les commentaires. Vous parlez de loi, il y a une directive européenne sur les services de médias audiovisuels, elle a été actualisée en 2018. Avec cette directive, les plateformes de streaming doivent avoir au moins une diffusion de 30% d'œuvres européennes. C'est les moyennes bouts. À la fin de l'année 2020, la Commission européenne a mis en demeure 23 États membres, dont la France et la Belgique, pour ne pas avoir mis en œuvre cette directive. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au respect de cette directive? Non, j'avoue que je n'ai pas suivi cette affaire de manière pour faire un point. Mais effectivement, ça pose une question beaucoup plus large. Oui, bien sûr, mais ça pose une question plus large, c'est-à-dire que on a des directives, elles ne sont pas appliquées. Quelles sont les sanctions? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Sinon, pour moi, c'est une façon de détruire aussi cette idée d'Europe. Si des pays comme la France, qui sont au départ de la création, ne respectent pas les directives. Et je crois, en tout cas moi, c'est mon premier mandat, ce qui m'a énormément choquée, c'est la force des lobbies qui ont une influence. Là, vous parlez des lobbies des plateformes, mais même en géopolitique. Moi, j'ai été très surprise de rendez-vous que j'ai eus. C'est vrai que je suis novice. J'étais sans doute un peu naïve aussi, mais de rendez-vous qui ont été pris, que j'ai honorés, j'ai écouté. Mais c'est vraiment très surprenant. Comment on peut laisser... Qu'on échange avec tout le monde, c'est normal, mais la puissance de certaines plateformes, par exemple, pour vous vendre leurs produits, je trouve ça un peu limite. Une dernière question sur le sujet, c'est les moyens bouts pour atteindre justement ces 30% d'œuvres européennes. Il y a deux manières. Soit on réduit le niveau de production américaine, soit on augmente significativement le nombre de productions européennes. Quelle est l'option qu'il faudrait privilégier selon vous? Il y en a une sur laquelle on n'a pas beaucoup de poids, c'est la première. Donc je crois que on est en Europe réduire les productions suffisamment capable. Voilà, celle-ci, on n'a pas beaucoup de poids là-dessus, mais par contre, on peut produire effectivement beaucoup plus d'œuvres européennes. Et dans ce cas-là, il faut se donner les moyens, il faut leur donner les moyens qu'ils n'ont pas face aux producteurs et aux productions américaines. Le Netflix, donc là, il faut Netflix européen tant rêvé par Emmanuel Macron, pardon, est-ce que vous y croyez? Parce que pour l'instant, c'est tombé à l'eau.
Oui, pour l'instant, c'est tombé à l'eau. Je ne sais pas s'il faut concurrencer sur ces plateformes en créant une nouvelle plateforme qui soit énorme et qui éclipserait des petites plateformes pour de petits films, parce que finalement, on ferait exactement la même chose. Je crois qu'on peut produire énormément de bons films, de bonnes séries, parce que Netflix est connu pour ses séries. Et on est capable de faire ça avec la richesse, justement, et la diversité que l'on a en Europe. Peut-être en joignant nos forces, en créant des films avec des fonds qui viennent de plusieurs États. Et l'Europe doit être un appui, effectivement. Voilà, c'était donc la conclusion de Selima Yenbou. Je rappelle que vous êtes députée européenne au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci, très bonne journée à vous. Vous. À bientôt. Merci, et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse européenne.